Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. On est partenaire de cet incroyable événement à Saint-Ouen. J'ai l'honneur d'avoir une très belle table ronde aujourd'hui avec Aïssata, qui est la cofondatrice. Elle va nous raconter ça d'une chaîne de restauration qui s'appelle Savane et Mousson. Mohamed, vous êtes le cofondateur d'un incubateur accélérateur. Vous nous préciserez exactement de quoi il s'agit, qui s'appelle MyCreo Academy. Et enfin, Eva, vous travaillez pour une plateforme qui s'appelle Angel Square, qui met en relation les startups avec ce qu'on appelle les business angels. Alors, ça va être tout l'objet de notre discussion. C'est quand on entreprend dans les quartiers, on sait qu'il y a énormément d'entrepreneurs dans les quartiers. Comment on fait pour trouver de l'argent, hein, c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a un moment ou un autre, on a beau être génial, il faut trouver de l'argent. Ce que je vous propose, c'est peut-être, on fait un tout petit tour de piste, que vous nous expliquiez un tout petit peu plus dans le détail. Aïssata, ce que c'est que Savane et Mousson. Savane, c'est l'Afrique. Mousson, c'est plutôt l'Asie. Je crois qu'il y a un lien avec votre activité. C'est ça, c'est très bien résumé. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Savane et Mousson, c'est donc une chaîne de restaurants, comme vous l'avez décrite, qui fusionne les cuisines d'Afrique et d'Asie, à l'image de ses fondateurs. Moi-même, je suis d'origine africaine et mon associé Julien Dohan est d'origine vietnamienne. Et en fait, on a eu l'idée, à un moment où on était en école de commerce, il fallait qu'on fasse des voyages à l'étranger pour valider notre diplôme. Et à ce moment-là, moi, je me suis rendue en Asie et Julien s'est rendu en Afrique. Et c'est à nos retours de nos voyages respectifs qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'ingrédients communs entre les deux cuisines et qu'on a décidé de se lancer. Donc à l'époque, on avait 23 ans et du coup, en parallèle de nos études, on a lancé ce concept-là qui a, je dois l'avouer, quand même bien pris. Aujourd'hui, Savane et Mousson, c'est quand même 4 restaurants en Ile-de-France, un service traiteur, des food trucks qui se baladent aussi en Ile-de-France et aussi, aujourd'hui, on est aussi sur des modules de formation, de conseil, d'accompagnement dont je parlerai plus en détail après. Mais en tout cas, oui, c'est une belle marque qu'on a créée et aujourd'hui, on est content de pouvoir partager un peu notre voilà, expérience. Quel est votre chiffre d'affaires, Aïssata, puisque vous êtes déjà bien développé? C'est environ 500 000 € par restaurant, donc là, aujourd'hui, on est de 2,5 millions. Voilà, félicitations. Vous nous raconterez surtout comment vous avez trouvé de l'argent, où vous allez en trouver pour vous développer, notamment, je crois, pour faire une franchise avec cette magnifique marque que vous avez créée. Alors, Mohamed, je crois que vous connaissez bien. Alors, c'est toujours, on ne sait jamais trop comment dire, accélérateur, incubateur, mentorat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc la structure MyCreo Academy a été créée, je crois, à Aulnay-sous-Bois, il y a quelques années. Nous expliquer un peu quel est votre job, en fait, vous, quel est votre rôle dans ce qu'on appelle un écosystème. Qu'est-ce que c'est MyCreo Academy ? Alors, avant d'être un accélérateur ou un incubateur ou quoi que ce soit d'autre, je suis d'abord un entrepreneur. Et il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, je lance mon entreprise dans l'IT, les infrastructures cloud et cybersécurité. Et basé sur cette expérience, on s'est rendu compte à l'époque que d'autres entrepreneurs pouvaient exprimer eux aussi leur talent par la création de leur propre activité. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé cette association MyCreo Academy pour aller aider tous ceux qui souhaitaient exprimer leur talent entrepreneurial et qui n'avaient pas forcément la structure, les connaissances, les compétences. Ce chemin est difficile, il est semé d'embûches. Et qu'on soit des quartiers ou pas, de toute façon, monter sa boîte et trouver de l'argent, c'est très compliqué. Et ce qu'on a souhaité, c'est structurer une offre de formation et d'accompagnement qui puisse leur permettre d'y voir un peu plus clair et de trouver les outils en chemin qui leur permettent, sur un triptyque, de développer leurs compétences entrepreneuriales, donc tout ce qui concerne les savoir-faire, développer une entreprise, la piloter, ça ne s'improvise pas. Il y a des formations, il y a des connaissances à avoir dans cette discipline. Avoir le meilleur service et le meilleur produit du monde quand on ne le connaît pas, ça ne sert à rien. Et donc, les réseaux et savoir justement réseauter et avoir les bons contacts, c'est essentiel pour son développement. Et enfin, développer les savoir-être, justement, casser un petit peu tous ces freins qu'on peut avoir pour développer son activité, c'est important. Voilà, donc du coaching, de la formation et aussi comment je fais mon business plan et comment je vais faire pour séduire, non pas Eva, mais un business angel
Les Business Angels, c'est votre affaire à Angel Square. C'est une plateforme qui a été lancée il y a une dizaine d'années, je crois. Expliquez-nous en 2 mots, Eva, quel est votre job, vous? Alors nous, chez Angel Square, donc on est une banque d'affaires et finalement c'est assez complémentaire avec ce que fait Mohamed. C'est qu'on accompagne les entrepreneurs dans leur levée de fonds. Et donc notre métier, c'est, si on le résume en 3 mots, c'est préparer, accompagner et intermédier. Donc on les aide à préparer leur dossier, donc le pitch deck, le business plan, toute la structuration de la levée. On les accompagne pendant la levée de fonds. Et le mot intermédiation, comme tu disais, Pierre-Henri, on les met en relation avec les investisseurs les plus pertinents pour eux, qui peuvent être des business angels, mais aussi des family office, des fonds d'investissement. Et on fait ça jusqu'au closing de la levée de fonds, donc jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leurs investisseurs. Voilà, et c'est combien vous avez un vivier de combien de business angels, puisque c'est vous servez d'intermédiation à ces gens-là. Ouais. C'est pas des grands fonds, mais c'est des gens qui ont pas mal d'argent quand même et qui veulent investir dans l'entrepreneuriat. Vous en avez combien à peu près On travaille avec plus ou moins 600 business angels. Alors, ils ne sont pas tous actifs au même moment. Et surtout, en fait, on travaille aussi de plus en plus avec d'autres typologies d'acteurs qui sont des family office ou ce qu'on appelle des club deals. Alors, les family office, c'est des structures qui travaillent pour des riches très riches, qui sont tellement riches qu'ils ont besoin d'une équipe pour gérer leur fortune. Hein. C'est ça, c'est des business angels professionnalisés, on va dire. Et on travaille aussi avec des fonds d'investissement parce qu'il y en a de plus en plus qui investissent très tôt dans l'histoire dans la vie d'une start-up. Donc voilà. Ok, donc il y a 3 typologies de personnes qui mettent de l'argent. Il y a des particuliers, ils sont tous quand même assez bien dotés, qui mettent directement de l'argent dans des start-up. Des familles d'héritiers ou d'entrepreneurs, comme par exemple Xavier Niel, qui a une structure, des gens qui travaillent pour lui et qui font ça. Et enfin, ce qu'on appelle dans le jargon le venture capital, c'est-à-dire comme dans la Silicon Valley, des gens qui vont investir des fonds qui travaillent pour des fonds de pension, des investisseurs institutionnels et qui vont, eux, diversifier leur portefeuille, passer par ces fonds et mettre de l'argent dans des biotech, des jeunes startups dans le food comme vous et qui ont envie de participer parce que naturellement, l'avantage des startups, ça peut se casser la gueule. Ça arrive quand même souvent, on va en parler. Mais ça peut gagner beaucoup aussi. Hein. C'est beaucoup plus rentable quand ça marche que d'investir dans des emprunts de l'État français, par exemple. Alors, moi, je voudrais qu'on revienne à Issata. Je voulais savoir, vous avez suivi un peu le parcours. Vous avez eu votre idée, je crois que c'était à l'EM Lyon, hein, vous étiez, donc en école de commerce. Vous avez eu cette idée-là. Comment vous avez fait? Parce que quand même, avoir 4 restaurants, même si ça rapporte très vite, c'est une très bonne idée. Comment vous avez fait pour trouver de l'argent? Et peut-être, juste pour le début du process, comment vous avez travaillé avec Mike Reo, avec votre voisin? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais je vais essayer d'être racontez-nous rapide. Un peu le début de l'histoire. Ouais. Alors, pour résumer un petit peu, donc en fait, comment on a lancé Savane et Mousson, comment on a trouvé nos premiers financements. Au début, c'est tout simple, on s'est débrouillé. Hein. Mon associé et moi, issus des quartiers. Moi, j'ai grandi dans une petite ville à Deuil-la-Barre et lui, il a grandi à Blanc-Ménil. Et en fait, c'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes de nous débrouiller. On n'est pas issus de familles hyper fortunées, on n'est pas issus de grandes familles, on est issus de milieux modestes. Donc voilà, déjà, premièrement, il fallait trouver des financements. Pour ce faire... Ça, c'est quoi? C'est des amis, quand même de la famille? Non, vous avez fait le tour, c'est via l'école? On a essayé via l'école, via nos amis, etc. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse par nous-mêmes. Donc en fait, on était tout simplement stagiaires à l'époque. Moi, je me rappelle, j'étais en stage en conseil en stratégie. Lui était en financement structuré à la BNP. Donc on avait quand même des bonnes payes de stage. Et au bout de 2-3 mois qu'on avait pu mettre de côté. Et grâce à cet argent, on a pu amorcer en fait nos premières dépenses sur la partie en fait traiteur, parce qu'on s'est lancé en tant que traiteur événementiel au départ.
c'était moins coûteux, plus stratégique, puisque les clients en fait déjà payaient les prestations avant même qu'on puisse les envoyer. Donc déjà, on avait un BFR qui était négatif, on n'avait pas besoin forcément de cash pour pouvoir amorcer les premières prestations. Donc ça, c'était intéressant. Et ça nous permettait de tester notre offre rapidement. Donc il a fallu qu'on soit un peu smart, un peu débrouillard, qu'on sorte un petit peu des idées un peu nouvelles pour pouvoir se financer. Et ce sont nos clients en réalité qui nous ont financés. On n'est pas resté passif à se dire on a besoin d'un investisseur pour commencer. Parce que l'idée derrière Savanes et Mousson, l'esprit, c'est de se dire nous on est des battants, on est des personnes qui y vont, on ose en fait. Et on est des personnes qui n'attendons pas forcément, au départ, en tout cas quand on a commencé, on n'attendait pas forcément d'investisseurs. On se disait on veut prouver d'abord, on veut montrer que notre concept fonctionne, on veut créer une preuve de marché. Montrer que nos clients adorent nos produits. Et une fois qu'on a fait ça, de toute façon, l'argent arrivera. Alors, Aïssata, vous êtes une super commerciale. Hein. Là, on le voit. Vous vendez vraiment bien votre boîte. Vous avez eu la chance de faire une école de commerce. Qu'est-ce que vous a apporté MyCréo? Parce qu'à la limite, vous n'aviez pas besoin d'eux. Bah, si, parce que du coup, nous, on n'est pas issus du milieu de la restauration ni de l'entrepreneuriat. On a des entrepreneurs autour de nous. Par exemple, dans les quartiers, il y a souvent des femmes qui vont vendre des choses dans la rue, des boissons, des desserts, etc. Donc au quotidien, on est bercé par ça. Mais on avait besoin de structure, on avait besoin de se faire accompagner, on avait besoin que nos idées, notre fougue soient vraiment bien organisées et que ça donne quelque chose de concret et de réalisable et de réaliste surtout. Et c'est là où en fait Julien, qui est de Blanc-Ménil, a connu MyCréo Academy, vu que c'est situé à Aulnay-sous-Bois, pas très loin de où Julien habite. Et en fait, à ce moment-là, on s'est rapproché de cette structure-là qui nous a beaucoup aidé à nous structurer. Ça veut dire quoi, se structurer? Se structurer, ça veut dire... on avait faire un tableau coach. Excel sur 10 ans avec tous les chiffres. Déjà, on avait des formations. Ça, c'était important. Sur les chiffres, sur comment structurer son business. Après, je me rappelle qu'on avait eu un coach qui est venu nous voir dans notre premier point de vente pour analyser notre cuisine. Parce que cette personne-là aussi était dans le secteur de la restauration. Et en fait, elle a pu étudier notre cuisine, nous dire « Ah oui, mais si vous faites tel ou tel agencement, vous allez pouvoir gagner des points de chiffre d'affaires parce que la manière dont vous êtes organisé, c'est pas la meilleure. » Et donc, on a vraiment pu avoir des conseils sur le terrain, des retours vraiment concrets sur comment on était organisé, qui nous ont fait gagner des points de marge. Et après, à côté de ça, il y a eu plein de choses qu'on a fait avec MyCréo, mais je sais pas si j'ai le temps de les décrire. Non, mais on va s'arrêter à ce stade-là. On va utiliser comme fil rouge l'histoire de votre entreprise. On va s'arrêter à ce stade-là et je voulais savoir, chez MyCréo, donc on a eu ce témoignage, moi qui me paraît un peu atypique parce que vous aviez déjà franchi une marge, vous aviez déjà votre idée, vous aviez le CV qui allait bien, vous aviez un peu de sous quand même pour démarrer. Que dire aux gens qui n'ont pas ça? Et il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent comme ça, from scratch, sans avoir fait une école de management. Alors oui, en effet, on a affaire à une population qui n'a pas forcément fait d'études de commerce, mais la plupart sont au moins Bac+2. On a plus de 70%. Bon, alors le qui sont premier Bac+2. message, passez votre bac et Bac+2. Et ensuite, malgré tous ces bagages, aujourd'hui, ce dont on est en train d'assister, c'est une nouvelle forme de précarité entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans leurs premiers mois, dans leurs premières années, et même si effectivement elles ont eu l'occasion de faire des études, même si elles ont quelques sous de côté, c'est pas simple de transformer une idée en projet, un projet en entreprise. C'est pas simple de l'ancrer dans la matière, dans la réalité. Et donc tout notre accompagnement, il vise justement à les amener à transformer leur idée, leurs produits et leurs services en système. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, la plupart des gens vont mettre plein d'efforts pour vous expliquer qu'ils ont inventé le meilleur produit ou le meilleur service, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est de parler de modèle économique et de système. Comment tu vas rentrer du cash? C'est assez complémentaire. On avait la commerciale et là, on entend un peu l'ingénieur. Et effectivement, c'est de l'ingénierie. Comment on arrive à créer de l'argent à partir d'une idée, c'est véritablement ce que va intéresser les investisseurs. Effectivement, ils vont écouter cet entrepreneuse avec son idée, mais ils vont d'abord regarder si le système est viable et ensuite ils vont parier sur une personne. Avant de parier sur un produit, un service, ils vont d'abord être touchés par justement cette authenticité, cette humanité que va porter l'entrepreneur, l'entrepreneuse dans son projet. Ok, merci beaucoup. Alors,
on a eu là le tout début. Donc j'ai été formé, j'ai une bonne idée, etc. Je mets ma start-up sur la plateforme Angel Square. Comment est-ce que vous voulez repérer les bons projets, quitte à les accompagner encore un peu plus pour aller jusqu'à la levée de fonds? Parce que vous devez être assailli, j'imagine, de start-up qui cherchent, de jeunes entrepreneurs qui cherchent de l'argent. Comme votre job c'est d'en trouver, c'est sûr que le guichet doit être assez encombré. Comment on repère les bons dossiers? C'est vrai que nous, quand on va analyser les dossiers, en fait, on va essayer de se mettre dans la tête des investisseurs, puisque les dossiers avec lesquels, les startups avec lesquelles on travaille, finalement, notre but, c'est de pouvoir les présenter aux investisseurs et qu'il y ait un mariage qui se fasse. Le premier conseil, c'est se mettre dans la tête de l'investisseur. Oui. Et d'où l'importance aussi de bien se faire accompagner et de se préparer. C'est pour bien comprendre les attentes en face. Et donc nous, comment on analyse les dossiers? Il n'y a pas vraiment de grille de lecture parce que chaque dossier est différent, chaque entrepreneur est différent, que ça soit d'un point de vue marché, d'un point de vue business model, on ne va pas regarder les mêmes choses, mais ce qui est sûr, c'est s'il y a une chose qui est commune à tous les niveaux de levée de fonds, à tous les secteurs, etc., c'est l'équipe. C'est la première chose en fait que va regarder un investisseur, et encore plus au stade, on va dire les premières levées de fonds, puisque aux premières levées de fonds, on parle d'une idée, peut-être un début de traction, mais c'est surtout l'équipe. Alors une première levée de fonds, c'est combien d'argent? La première levée de fonds, en général, elle est entre 100 000 et 500 000 euros en moyenne. Et au tout début, les entrepreneurs vont aller voir ce qu'on appelle le love money, donc plutôt leur réseau proche, leur famille, leurs amis, ou leurs économies, ouais. Et ensuite aller voir des investisseurs privés. Et donc la première étape, c'est des business angels. Et c'est vrai que l'important, c'est l'équipe aussi, parce que le business angel, il va investir dans une start-up, mais dans de l'humain, dans une équipe, et il faut qu'il y ait un mariage, un fit qui se fasse et qu'il y ait de la confiance entre les deux. Alors Mohamed, on voit l'humain, c'est important, donc la façon pas seulement le projet, mais la façon de le présenter. Alors vous êtes habillé comme Steve Jobs, là, avec un petit pull noir. C'est quoi les trucs, les conseils quand on va aller pitcher, comme on dit en bon français, quand on va aller pitcher devant un investisseur pour trouver de l'argent? C'est quoi les bons conseils pour bien se présenter sa boîte? Les conseils, c'est que avant de convaincre les autres, il faut être convaincu soi-même. Donc quand je parlais d'authenticité et quand je parlais d'alignement avec soi-même, c'est qu'on a bien réfléchi au projet qu'on voulait lancer. Et on le voit par exemple à Isata qui incarne véritablement son projet. Ils n'ont pas appelé leur projet Savane et Mousson pour rien. Ils ont une histoire derrière et quand ils la racontent, on a envie d'être avec eux, on a envie de partager cette aventure. Alors les publicitaires, ils appellent ça le storytelling. Exactement. Donc c'est ça qui est déjà important. Et donc effectivement, là, on a envie de miser sur les personnes avant de miser sur le produit ou le service. Ensuite, effectivement, ça ne suffit pas, même si l'équipe est solide. Derrière, ce qu'il faut, c'est une vision de long terme. Et il faut avoir un aspect chiffré, solide de son business. Donc tout ça, effectivement, ceux qui vont travailler là-dessus, accompagnés ou pas, et c'est toujours mieux d'être accompagné, mais ça va être déterminant. D'ailleurs, ce qu'on note, c'est que les entreprises qui, dès le début, entreprennent de se faire financer, vont avoir une raison supplémentaire d'être hyper structurées en amont et vont beaucoup plus travailler leur offre, leur business plan, leur stratégie de communication et autres, parce qu'on va les questionner là-dessus. On va venir chercher au fond du fond, et donc ils vont être hyper préparés à tous ces éléments-là, et ils vont construire cette vision de long terme. Voilà, dans ce sens, la première levée de fonds est quelque chose d'extrêmement structurant pour un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneuse, parce qu'on est confronté quand même avec des gens qui sont professionnels et vont vous poser beaucoup de questions auxquelles on n'a même peut-être jamais pensé. Alors, je voulais savoir, à Isata, on a parlé des débuts. Maintenant, vous avez des grands projets, vous avez des millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est incroyable votre aventure, mais il va falloir accélérer, comme on dit.
Exactement. Il va falloir, si vous êtes dans des restaurants, quand même avoir des fonds propres et même d'une manière générale. Donc c'est une période dans le bon sens, mais quand même délicate pour gérer la croissance de l'entreprise. C'est une période charnière, effectivement. Et charnière. Et comment est-ce que vous recherchez de l'argent? Est-ce que vous êtes passé déjà par cette case investisseur, pitch, etc. Alors là, on est en plein dedans. On est en plein dedans et d'ailleurs, on va prochainement, je l'annonce alors ou pas? On va prochainement suivre un programme qui vient d'être créé, qui vient d'être mis sur le marché par MyCreo, qui va être dédié à la franchise. En fait, c'est les affranchiseurs. Les affranchisés. Et donc, c'est duplique ton concept. Duplique ton concept, exactement. Et donc, ce nouveau programme va nous permettre déjà de faire en fait tout ce travail de structuration, de se préparer justement au pitch des investisseurs, etc. Même si nous, ce travail-là, ça fait déjà 1 an qu'on y travaille. On a été approché plusieurs fois par des investisseurs parce que du coup, c'est vrai qu'on communique beaucoup, donc il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au projet. On a notamment été approché par des grands centres commerciaux qui voulaient investir dans le projet. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on n'était pas encore prêt et c'est important d'être dans cette notion-là. Et du coup, on a décliné en fait cette proposition d'investissement parce qu'on voulait vraiment avoir la main sur notre projet et prendre le temps de le faire correctement. Grandir, c'est bien, mais il faut bien le faire. Et à ce moment-là, on ne se sentait pas prêt, on n'avait pas encore... vous avez fait comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avait refusé des offres à des millions de dollars tranquillement pour attendre de faire fortune lui-même. C'est pas forcément la même histoire. Non, mais c'est pas. Je vous le souhaite, mais ce que je veux dire, c'est que parfois il faut savoir être patient. Il faut le sentir aussi, je pense. Il faut le sentir, il faut savoir quand est-ce qu'on est prêt ou pas. Trouver le bon moment pour. Parce qu'on a toujours eu l'habitude de gouverner à deux avec mon associé, et là c'était une surtout troisième personne à intégrer. Ouvrir un peu son capital, trouver les bons partenaires. Fallait être d'accord sur le montant, fallait être d'accord sur la manière de voir les choses, la vision, c'est super important. Il fallait être au point sur comment on allait faire, parce qu'on parlait d'une ouverture sur des ouvertures sur toute la France, alors qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment sectorisé sur Paris et la banlieue. Pour nous, ça nous faisait beaucoup de choses à digérer en même temps, et à ce moment-là, on ne se sentait pas capable. Et aujourd'hui, on est dans cette dynamique de pouvoir ouvrir notre capital. Alors, le calendrier, c'est quoi? Vous avez commencé, ça y est, vous êtes en chasse Là, on est en chasse à partir de cette année, 2025. Bon, ben voilà, alors on va faire... vous cherchez combien? On va faire une petite annonce, là. Alors quand même, on cherche beaucoup. Hein. Je sais pas, vous avez parlé de tickets moyens. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Mais là, actuellement, on est sur une levée... Pardon? Oui, vous êtes actuellement sur une levée, je vous ai interrompu. Là, on est sur une levée entre 1 et 3 millions. D'accord, donc ce qui est quand même pas mal. Ouais. Bon, ce n'est que le prix d'un bel appartement dans les beaux quartiers parisiens. Mais pour un entrepreneur aujourd'hui, trouver un 3 millions, c'est pas évident. C'est pas évident. On va. Alors, moi, je voulais juste rebondir, Eva, sur ce que, puisque là, on est dans la phase critique. Comment ça se passe concrètement quand il y a... Donc, vous considérez que le dossier de la start-up est bien, etc. Comment ça se passe concrètement pour séduire, puisque votre job, vous gagnez votre vie comme intermédiaire, pour séduire le business angel, aider l'entrepreneur à séduire ou un investisseur particulier très riche, business angel, ou un family office, ou un venture capitaliste, hein, puisque c'est les 3 populations chez qui vous allez chercher de l'argent pour mettre dans les startups. Alors, justement, pour rebondir sur ce que disait Aïssata, c'est vrai que ça prend du temps de lever des fonds, et le mythe qui est de penser que lever des fonds, c'est on envoie son pitch deck et puis ça va être super facile parce qu'on le voit sur LinkedIn, toutes les levées de fonds. En vrai, non, c'est difficile et ça prend du temps, et du coup, effectivement... un pitch quoi là, un pitch deck, une présentation. D'accord. Qu'on met directement sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui font ça, c'est ça? Non, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup d'annonces de levée de fonds, et parfois on peut se dire c'est facile pour lui et pour moi c'est difficile, alors qu'en vrai c'est difficile pour tout le monde et ça prend du temps. Et donc d'où l'importance de le faire au bon moment et de se préparer en fait. Et donc se préparer, c'est déjà avoir la bonne documentation. Donc cette présentation qu'on partage aux investisseurs, ce qu'on appelle le pitch deck.
travailler son business Alors plan. un pitch deck, pardon, hein, moi je suis pas entrepreneur, ça consiste en quoi? C'est une vidéo de 3 Non, minutes, c'est un un book PowerPoint. avec 100 pages, c'est quoi? C'est un PowerPoint d'une vingtaine de pages où on présente justement l'équipe, le projet, donc le problème qu'on résout, la solution, donc le projet, le marché qu'on adresse. Ok, donc voilà. ça c'est assez normé en fait. Ouais, c'est ce assez normé. qu'attendent les. Ouais. Ça c'est une bonne info à avoir. Ce qu'attendent les investisseurs, c'est d'avoir. On me résume le truc en 20 pages, j'ai pas beaucoup de temps. C'est ça. Ok. Et donc se préparer, c'est cette documentation, et ensuite c'est aussi le projet de levée de fonds. Donc combien on lève, pour faire quoi, à qui on va aller s'adresser. Justement, une levée entre 1 et 3 millions, on va plutôt aller s'adresser justement à des family office ou des fonds d'investissement ou des gros business angels qui mettent des plus gros Parce investissements. que mettre un seul ticket à Voilà. 3 millions d'euros, il est déjà assez gros. Il est presque dans le classement des riches de Challenge, celui-là. Et ensuite, c'est aussi préparer son discours, en tout cas son pitch. Et je pense que ce qui est très important quand on pitch à un investisseur, c'est de savoir être clair et très concis pour aller vraiment pouvoir tout balayer dans un premier court temps. Alors, et ensuite échanger. On séquence bien. Donc là, j'ai fait mon PowerPoint. Vous m'avez demandé, vous m'avez dit, OK, très bien. Vous l'aidez, vous, avec peut-être le mentor de l'entrepreneur, etc. On fait le PowerPoint de 20 pages. Le pitch, c'est autre chose. Donc c'est comme un grand oral un peu. Comment ça se passe concrètement ? Alors, entre les deux, du coup, il y a cette présentation qui a été envoyée à un investisseur, et cet investisseur a envie d'en savoir plus, donc il rencontre l'entrepreneur. Et donc là, il y a une discussion, ce qu'on va appeler le pitch. Et donc, l'entrepreneur va présenter son projet en 5-10 minutes. L'investisseur, il le présente à un investisseur. Il n'y a pas 10 investisseurs ou 200. Ça dépend à qui on s'adresse. Si on s'adresse à un business angel ou à un fonds d'investissement, c'est une seule fois. Voilà, mais il y a aussi des groupements de business angels comme Paris on a Business oublié de Angel. parler des clubs deals. Voilà, c'est quand ils se mettent à plusieurs. Femmes Business Angel, etc. Et là, c'est plutôt, on pitch devant une plénière de Business Angel, et ensuite, ces Business Angels décident ou non d'investir, et ça fait un investissement global. Alors, est-ce que chez MyCréon, on me prépare à ça et quels sont les 2-3 conseils en dehors de mettre un pull noir ou une cravate et d'avoir pris une douche le matin? Ils sont préparés dès le premier jour, en effet. D'abord à travailler en profondeur sur leur modèle économique, sur leur stratégie, sur leur communication, etc. Et en fait, effectivement, tout l'art, ça va être de le présenter de manière sûre et de manière ordonnée pour convaincre, en fait, finalement. Ils ont ça dure combien de temps formations. un pitch? 15 minutes. Ouais, c'est ça. En fait, le but aussi, c'est de vite aller dans l'échange pour justement se créer ce lien, que l'investisseur puisse poser des questions. Moi, je voulais juste ajouter à ce que tu viens de dire sur le mythe, justement, de c'est facile d'avoir des sous, on le voit sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un autre mythe, c'est celui qui n'a pas d'argent. Et c'est totalement faux. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent, il y a des millions. Simplement, et on ne peut pas les donner à n'importe qui. Si je vous disais que en mettant 1 euro chez Aïssata, vous en avez 2, les 3 millions, vous les mettez. Si vous étiez sûr que vous faites 2 millions, vous faites 2 avec 1, vous les mettez, les 3 millions. Donc en fait, ce n'est pas une question de... Il n'y a pas d'argent, c'est une question d'être sûr de le mettre au bon endroit. Autre chose, nombreux sont nos entrepreneurs qui nous disent ouais, « on ne trouve pas de sous, mon idée elle est géniale, etc. » Ils font un amalgame entre produits, services et système. Ils n'expliquent pas comment ils vont gagner l'argent. Et dernière chose, c'est que j'ai perdu le fil. Là, on parlait des systèmes. Il suffit pas d'avoir le bon produit. Il faut aussi dire comment on gagne de l'argent. Comment on gagne de l'argent. Oui. Et il y a aussi l'accès à l'information. L'accès à l'information, je pense, c'est quelque chose dont on pourrait parler aussi. C'est que quand on est entrepreneur et qu'on est issu des quartiers, on n'a pas l'information de où est-ce qu'on va chercher l'argent. On n'a pas cette information-là. On ne connaît pas, par exemple, toutes les choses qui viennent d'être citées par Eva. Voilà, alors on n'a pas forcément la connaissance. Et donc c'est là où justement... c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est le gros problème. C'est qu'effectivement, on ne connaît pas l'existence de BPI France, de Angel Square. Et en fait, il y a de l'argent, il y a des entrepreneurs incroyables.
et il manque juste un maillon. Et notre job, nous, par exemple, à Challenge, c'est aussi de faire le lien entre ces mondes. Hein. Oui, Sata m'a fait reprendre le film, je te remercie. C'est d'être en face des bons investisseurs. Certains vont financer de la green economy, d'autres de la tech, d'autres de la santé, etc. Et on va perdre beaucoup de temps à parler de son projet à des gens qui ne sont pas dans votre secteur. Ils ne sont ni dans votre tranche financière, ni dans votre secteur. Donc il y a besoin que quelqu'un, à un endroit, les accompagne à aller directement vers les bons financeurs, avec le bon pitch, ils gagnent du temps. Pas garanti qu'ils vont avoir des sous, mais au moins, ils en gagnent. C'est pas la peine de dire qu'il y a plein d'IA dans mon projet parce que c'est à la mode ou qu'il est super RSE alors qu'il l'est quand même pas beaucoup, même si j'ai des feuilles de salade bio dans le truc. Donc, il faut vraiment aller, là, en l'occurrence, vers les gens. Vous parlez des centres commerciaux qui sont spécialisés dans la green tech, dans, je sais pas... Alors, moi, je voudrais avoir votre témoignage. Continuez. Vous j'imagine, vous avez déjà fait cet exercice. Oui, quels sont les conseils pratiques que vous donneriez le jour où moi, jeune entrepreneur des quartiers, ce qui n'est pas mon cas, mais je me mets dans la peau de quelqu'un comme ça. Jeune ou des quartiers? C'est ni mon cas, ni mon cas. Comment je fais? Parce que c'est quand même un peu flippant là, de se retrouver devant quelqu'un qui a quelque part entre ses mains votre destin. Non, c'est clair. Après, c'est beaucoup de préparation. Il faut avoir un mental d'acier, se dire... ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur d'échouer. On y va pour quelque chose. Et il faut avoir la capacité de pouvoir transmettre toute cette énergie qu'on a et qu'on met au quotidien dans notre projet. Il faut justement bien préparer les questions pièges, ce qu'on appelle les questions pièges. Se mettre dans la peau de l'investisseur. Quelles sont les questions qu'il va me poser? Peut-être les petites failles de mon projet, bien les colmater, pouvoir répondre. Et je sais qu'avec mon associé, en fait, en général, on se répartissait un peu les questions. Moi, je savais qu'il y avait des questions, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Et lui, il sait que à ce moment-là, c'est pas mon truc. Et donc, on sait déjà qui va répondre à quoi. Donc, on s'est quand même assez bien répartis à ce niveau-là. Également, nous, on est sur de la food, donc nous, on va vraiment maximiser aussi l'expérience. Donc, on va vraiment apporter nos produits, on va vraiment faire goûter, on va vraiment tout faire pour que l'investisseur se sente vraiment comme chez nous. Et donc, ça, c'est tout un travail, toute une préparation aussi. On met toutes les chances de notre côté à ce moment-là pour que ça passe et pour que ça fonctionne. D'où l'importance, c'est comme faire un stand-up un peu, d'où l'importance d'avoir un peu de coaching, de bien regarder ce qui se fait. Alors moi, j'avais une question supplémentaire. Vous parliez de votre associé. Moi, je voulais savoir, Eva, on voit beaucoup de duos qui font des start-up. Est-ce que c'est un prérequis ou est-ce qu'il y a des start-upers tout seuls? C'est dur comme métier d'être entrepreneur. Est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls et comment on fait qu'on est tout seul? Parce qu'on ne peut pas être bon à la fois sur la com, le commercial, la finance. Alors, il y en a, il y en a quelques-uns, mais quel conseil que vous donneriez là-dessus? Alors justement, moi je pense que quand on est donc dans le jargon, c'est solo entrepreneur, c'est là où aussi les business angels ont beaucoup d'intérêt et peuvent apporter beaucoup aux entrepreneurs. C'est que donc quand ils investissent dans la start-up, ils deviennent d'une certaine manière associés puisqu'ils prennent des parts de la start-up. Et c'est aussi pour ça que les business angels, on appelle ça en anglais de la smart money. C'est que derrière, ils vont pouvoir les accompagner avec eux, leurs compétences, leur parcours, etc. Et in fine, l'entrepreneur, il est plus seul parce que il a ces business angels qui vont le conseiller, l'aider et ils vont pouvoir échanger aussi là-dessus. Ok, donc je rappelle l'opération dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la fameuse levée de fonds. De quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'emprunter à la banque, ce qui est un autre moyen de financement. On peut faire un crédit dans une banque, mais les banques se méfient toujours un peu des entrepreneurs. Ils préfèrent prêter aux grosses entreprises qu'aux toutes petites, ou aux petites, mais celles qui n'existent pas encore, c'est un peu compliqué pour elles. Donc l'opération dont on parle, il s'agit de trouver de l'argent et en échange, on ouvre son capital. Donc on n'est plus tout seul. Il y a quelqu'un généralement qui est minoritaire, donc il n'a pas tout à fait le pouvoir, mais il a quand même
un droit de regard sur ce qui se passe, il peut avoir un avis sur la stratégie, d'où l'importance de quand même bien s'entendre avec lui. Alors, comment on fait pour trouver cet oiseau rare? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord Moi, avec je ne suis pas totalement d'accord justement sur ce qu'on vient de dire. Je pense que la levée de fonds, ça dépend du stade aussi de maturité du projet. Nous, on n'a pas voulu lever de fonds dès le début parce qu'on se disait, en fait, on veut lâcher, entre guillemets, le moins de capital possible et on veut déjà créer notre légitimité avant de céder du capital. Je suis d'accord que quand on est solo-entrepreneur et qu'on est au tout début et qu'on a un projet super tech, par exemple, là, tout de suite, on a besoin d'aller chercher des fonds et de s'associer, par exemple, avec un investisseur. Mais moi, je trouve que c'est quand même quelque part un certain risque, puisque à ce stade-là, quand on est tout nouveau sur le marché, en fait, en général, les investisseurs ils vont prendre énormément en termes de part de capital. Donc, en fait, au niveau de la stratégie, il faut bien réfléchir, parce qu'une levée de fonds, c'est très engageant. Et donc, c'est quelque chose que j'aurais nuancé. Alors que si on passait par la banque, comme on a fait, nous, au tout départ, on a été financé d'ailleurs par le réseau Entreprendre, qui est un mécanisme du coup, qui est facilité par BPI France, d'ailleurs. Et donc, le réseau Entreprendre fait des prêts d'honneur à taux zéro pour des entrepreneurs comme nous qui, au départ, n'avons pas forcément besoin ou envie de lever de fonds. Et ce prêt à taux zéro va nous permettre derrière de faire levier auprès de la banque et de faire... Enfin, il y a un effet multiplicateur auprès des banques pour pouvoir... C'est une sorte de label et ils vous prêtent de l'argent. Et vous pouvez, avec ce prêt, dire attendez, on a la confiance. C'est ça, on a la confiance du réseau Entreprendre, donc aller faire valider auprès d'une banque qui va prêter plus facilement. Alors vous avez emprunté combien au départ? Au départ, le réseau Entreprendre nous a donné un prêt à taux zéro de 30 000 €. Et la banque qui nous a suivis, du coup, nous a fait un prêt x5, le prêt du réseau Entreprendre. Ah, pas mal. Et c'est qui la banque? Et c'est toujours Crédit Agricole, qui nous a accompagnés depuis le début et qui continue à nous suivre aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, étrangement, on n'a pas eu tellement de problèmes avec le secteur bancaire. Je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs, ils se sont essuyés plusieurs refus, etc., etc. Mais je pense que comme on est arrivé et qu'on avait déjà notre marché, on avait déjà testé notre concept, je crois qu'on est arrivé devant eux, on avait déjà fait plus de 60 000 € de chiffre d'affaires sur la première moitié de l'année. Ils se sont dit, en fait, si avec rien, ils ont réussi à faire tout ça, qu'est-ce que ça va être quand on va leur donner de l'argent à ces jeunes? Et donc là, ils nous ont prêté. Il y a une race de start-up qui s'appelle les bootstrappers. C'est des gens, c'est eux, mais peut-être pas, ça va peut-être pas être tout le temps, mais c'est des gens qui ne lèvent jamais d'argent, en fait. Ils arrivent très vite à être rentables et ils veulent garder absolument le contrôle. Donc ils ne lèvent jamais d'argent et on les voit parfois apparaître à un moment, ils sont déjà énormes et personne ne les a vus venir. Ça ne sera pas le cas chez vous parce que vous êtes dans une activité qu'on appelle le B2C. Donc votre marque, elle va être de plus en plus connue, mais ça peut être le cas. Par exemple, dans la tech, on a des aventures, par exemple Google ou Xavier Niel avec Free ont mis des années et des années et des années. Ils ont développé tout seuls leur business. Et à un moment, ils ont accéléré en faisant rentrer les investisseurs, mais c'était déjà énorme. Donc ça arrive aussi, effectivement, c'est des aventures où on est en bootstrap, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. L'autre message, donc je retire ce que j'ai dit sur les banquiers. Non, c'était très bien. Il reste que quand même, si vous allez voir l'agence bancaire du coin, peut-être pas au Crédit Agricole, vous dites, je monte une boîte, j'aimerais bien avoir 40 000 €. Bon, le gars, déjà, c'est compliqué si on veut acheter un appartement, mais là, il va vous dire, attendez, donc là, il faudrait, et il va vous demander, effectivement, est-ce que vous avez été, qui vous avez comme soutien? Donc, le fait d'être chez MyCréo peut être une première option pour avoir une forme de crédibilité, mais on retient bien ce que vous avez dit, donc, sur la phase de levée de financement, on va dire, via les emprunts. Et ensuite, on passe à un stade supérieur. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a beaucoup de startups chez vous qui ont déjà démarré en empruntant de l'argent sans lever, sans ouvrir leur capital? Oui, et même assez souvent pour faire en tout cas les premières preuves de concept, de marché, pour commencer à développer leur POC. Donc c'est la première version de leur produit. Et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, qui financent les premiers mois, les premières années en autofinancement, justement, par des activités de conseil, etc., pour faire une levée de fonds le plus tard possible, voire ne pas en faire ou en faire qu'une seule. C'est sûr qu'en fonction de
de la start-up, du marché, de qui on adresse. La levée de fonds, c'est pas du tout automatique et il y a même parfois des entrepreneurs qui viennent nous voir et on leur demande pourquoi ils lèvent des fonds et est-ce que vraiment ils en ont besoin, parce que c'est vrai que une fois qu'on lève des fonds, on ouvre son capital, c'est un engagement, c'est un risque aussi. Voilà, alors ça, attention, parce qu'effectivement, c'est pas la panacée, la levée de fonds. Parfois, on n'en a juste pas besoin. Il y a eu un espèce de snobisme, on va dire, nous on le voit parce qu'on suit un peu tout ce monde-là depuis longtemps chez Challenge, qui était de dire, en fait, si tu n'as pas levé 5 millions, en disant tu seras jamais rien, et en fait c'est complètement faux. On a vu au contraire, il y a quelques contre-exemples célèbres, malheureusement pour les investisseurs, où des gens qui avaient très 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 bien fait leur pitch ont réussi à lever beaucoup et en fait il n'y avait pas de chiffre d'affaires du tout à la clé, hein. Donc ça arrive aussi, hein. Donc on a alors moi je voulais savoir, je vous charcute un petit peu Aïssata. Donc vous cherchez à 3 millions d'euros. Il va falloir, là vous êtes très contents tous les deux, hein. Vous êtes un beau couple professionnel très complémentaire. Il va y avoir un troisième invité dans la barque. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Il sera sans doute pas majoritaire, mais enfin, il aura peut-être son mot à dire s'il a mis à 3 millions d'euros. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que vous êtes prête vraiment à ça? Je pense qu'on est prêt aujourd'hui. Ça fait quand même 5 ans qu'on travaille sur le projet, 1 an vraiment à fond où on travaille sur cette levée. Et en fait, on se dit, si on avait levé avant, peut-être qu'on n'aurait pas fait les bons choix, peut-être qu'on n'aurait pas su comment utiliser cet argent. Alors qu'aujourd'hui, on sait exactement où mettre l'argent pour faire un effet multiplicateur et pour pouvoir accélérer. On a travaillé nos process. Nous, on fait de la restauration. Donc, effectivement, on a travaillé beaucoup les marges, beaucoup la rentabilité. On a beaucoup travaillé sur les pertes. On a travaillé aussi beaucoup sur le problème, du coup, la restauration, c'est le recrutement, donc la main-d'œuvre. Toujours avoir de la main-d'œuvre disponible et qualifiée. Aujourd'hui, on a trouvé la manière de pouvoir faire les choses vraiment correctement avec notre organisme de formation, parce que j'en parlais au tout début, mais Savané Mousson a aussi son propre organisme de formation. Grâce à cet organisme de formation, on forme des jeunes éloignés de l'emploi grâce à nos partenariats avec Pôle emploi et les missions locales dans les villes dans lesquelles on s'implante. On les forme et ensuite on les implante dans nos différents restaurants. Donc demain, si on veut ouvrir 10, 15, 20 points de vente, en fait, on a déjà de la main-d'œuvre disponible, qualifiée, formée à nos process grâce à toutes les formations digitales qu'on a pu mettre en ligne pour eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé. On a travaillé aussi sur, comme je disais, le food cost. On a travaillé aussi sur les restaurants, comment ils doivent être agencés pour que ce soit plus optimal au niveau du flux client. Donc aujourd'hui, on sait ce qui marche et on a juste besoin du coup de déployer. Ok, on vous souhaite de lever bel et bien l'année prochaine. Je voudrais vous remercier tous les trois. Vous rappelez, donc à Challenge, on sélectionne chaque année, donc je vous invite à être candidate à la sélection, donc les 100 startups où investir. On est vraiment un lien aussi entre les investisseurs et les startups. On fait ça depuis très longtemps. On avait beaucoup de mal à trouver des startups quand on a démarré ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. On est obligé de vraiment sélectionner tellement il y a de projets entrepreneuriaux en France. Et on fait aussi, en partenariat avec Angel Square, des classements des business angels, donc ou des individus ou des family office, mais vraiment autour d'une personnalité. Qui eux investissent comme des fous, hein, on peut le dire, parce qu'il y a une forme de folie à mettre son argent dans des projets qui ne se sont pas encore déployés. Et ça, on va faire ça courant janvier, c'est quelque chose qu'on fait tous les 2 ans. Donc, avis à ceux qui veulent trouver de l'argent. Donc, n'oubliez pas ces 2 rendez-vous. Je voudrais remercier BPI France parce que c'est grâce à BPI France qu'on est là. Et je crois que Mike Réau a des liens avec BPI France et BPI France est un acteur incontournable. On parlait des prêts d'honneur, etc. Ils sont présents sur toute la chaîne. Et c'est un grand bonheur d'être en partenariat aussi avec BPI France. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci beaucoup.